Merci fidèles téléspectateurs de votre chaîne FPAD TV, cette chaîne YouTube qui est regardée partout dans le monde. C'est pas pour rien que vous nous écrivez de l'Afrique, donc vous êtes aux États-Unis, en Europe. Et pour vous qui nous suivez en République démocratique du Congo, surtout dans la province de Kasaï où nous sommes, nous disons merci pour votre fidélité et surtout abonnez-vous massivement pour en savoir un peu plus par rapport aux informations de notre pays. Vous savez, comme moi, depuis un certain moment, il y a un débat qui range bien sûr la nation, que ce soit au niveau en fait, de ceux qui sont dans le pays, même au niveau de la diaspora. C'est cette histoire de modification ou changement de la Constitution. Alors c'est tout le monde qui parle, hein, à gauche, à droite. Évidemment, nous, on ne devait pas vous laisser comme ça. Il fallait trouver des gens qui peuvent réfléchir ensemble avec nous pour comprendre ce qui passe autour. Pour aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, la chance d'être reçus, bien sûr, dans ce cadre, dans ce bureau, par un journaliste juriste et puis indépendant. Lui, c'est Serge Olivier Komolo qui est avec nous. Donc, avec lui, nous allons revenir sur ces problèmes. Bonjour. Bonjour, monsieur Dimi. Alors, merci de nous recevoir ici. Merci, je suis aussi très content de vous recevoir ici pour parler d'une question nationale, d'une question qui concerne tout le peuple congolais, sans exception aucune. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est comme je disais à nos téléspectateurs, nous sommes tous ici au Congo, nous suivons en fait les informations, comment ça se passe. Depuis un certain moment, il y a un problème là qui ronge, qui touche tout le monde ici, la constitution, la révision. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit dans ses voyages partout dans les provinces ici en République démocratique du Congo. Alors, je commence d'abord à vous demander, parce que vous êtes journaliste, mais juriste aussi, modifier, changer, je ne sais pas pourquoi, est-ce que la Constitution peut être touchée? Bon, d'abord, je voudrais préciser que j'interviens ici comme journaliste, analyste indépendant, et aussi journaliste juriste. Et parce qu'il s'agit d'une question nationale, une question qui appelle les débats publics. Et donc, moi, en tant que Congolais, je suis aussi obligé de donner un point de vue ou d'analyser cette question qui a été soulevée par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à la révision ou au changement de la Constitution. D'entrée des jeux, je vais d'abord préciser que la Constitution en vigueur, cette Constitution qu'on veut soit reviser, soit changer, son article 218 reconnaît le droit ou le pouvoir au président de la République, à certaines institutions ou une catégorie de personnes d'initier la révision constitutionnelle. Parce que dans la loi fondamentale, la constitution actuelle parle de la révision. Et c'est le point, le titre 7 de notre constitution, il dit ceci, de la révision constitutionnelle, l'article 218, qui dit ceci. 1. Il dit, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Ça veut dire que si ce n'est pas concurremment, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs institutions qui peuvent exercer ce droit, qui peuvent initier la révision de la Constitution. Et le numéro 1, on parle du président de la République. Ça veut dire que le président peut initier, il peut voir que par rapport à cette situation, par rapport à telle matière, et si peut-être il trouve que le pays ou la gouvernance est bloquée quelque part, il peut initier la révision constitutionnelle. 2. Le gouvernement, après délibération en conseil des ministres, le gouvernement peut initier en fait la révision de la Constitution. À chacune des chambres, nous avons un parlement bicaméral. Donc ça veut dire un parlement qui a le Sénat, qui a l'Assemblée nationale. Donc à chacune des chambres,
la Constitution reconnaît le droit d'initier la révision de la Constitution. Et aussi, quatrièmement, on reconnaît ce droit au peuple congolais que nous sommes. Nous ne sommes pas dans des institutions, on dit le peuple congolais peut initier la révision constitutionnelle par une pétition. Donc, on récolte 100 000 signatures et on dépose à l'Assemblée nationale pour pousser les élus nationaux à engager, engager la révision d'une constitution. Donc ça veut dire, ici, je voulais juste préciser que les présidents de la République, le gouvernement, les deux chambres du Parlement ou le peuple qui se prononce par pétition en récoltant ou en rassemblant 100 000 signatures peuvent initier la révision de la Constitution. Voilà. Voilà. Ici, il faut préciser que dans tout ça, on passe que de la révision. Ici, on parle de la révision. Ça, c'est la Constitution, parle de la révision. Donc, c'est une Constitution qui parle de sa révision et dit comment vous pouvez me réviser, moi, Constitution. Voici ce que vous pouvez faire si vous voulez me réviser. Quels sont les partis ou quelles sont les personnes qui sont habilitées à initier cette démarche-là de me réviser. Donc, revoir, retoucher certaines dispositions contenues dans cette Constitution. Et parmi les gens, les personnes qui peuvent initier cette démarche, il y a aussi le président de la République. D'ailleurs, c'était le président de la République. Ouais. Et il a fait, apparemment c'est dans ses prérogatives, et il y a une brouillon. Il y a des oppositions qui se soulèvent là-bas pour dire que non, pas ça, ça s'appelle le fuite en avance, attention là-bas, il y a troisième mandat. Bon, je ne sais pas comment vous voyez ça. Bon, en fait, moi, Analyste, juriste, journaliste. Je veux dire que le président de la République a soulevé une question nationale, comme je veux le dire, c'est son projet de révision ou de changer la Constitution. C'est son droit en tant que premier citoyen de la République et à qui la Constitution reconnaît cette prérogative-là. Mais l'opposition aussi, et aussi toutes les autres composantes de la République peuvent aussi émettre leur point de vue. C'est ça en fait la démocratie. Donc le président ne peut pas seulement dire quelque chose, il dit tel qu'il a dit, et tout le monde dit oui, non. Il y a peut-être ceux qui pensent autrement, ceux qui pensent que ce que le président a dit, ce n'est pas bon, et nous devons émettre notre point de vue. En tout cas, cela leur est reconnu par nos lois, et aussi, ne perdez pas de vue, nous sommes dans une république dite démocratique. Et donc, c'est pourquoi il y a eu, ou il y a d'un côté le président avec sa mouvance, qui veulent le changement de la Constitution ou la révision. Il y a de l'autre côté l'opposition et même d'autres composantes ou bien d'autres couches sociales qui disent qu'il n'est pas bon de réviser ou surtout de changer la Constitution. Donc c'est des bonnes guerres. Des bonnes guerres, en tout cas, merci beaucoup. Alors on continue comme ça avec M. Serge. Ouais. Alors, pardon, dans la Constitution, il y a ces articles-là verrouillés, les articles qu'on ne touche pas. Parce que lorsque le président de la République a annoncé l'histoire, il a dit qu'il y aura des articles, il y a des articles qui fauchent dans la Constitution. Notamment, il a parlé de l'article 217, si je me dis. Alors, et déjà l'opposition parle aussi, attention, s'il y a un changement, on va toucher aussi les articles non touchables. Alors, expliquez-nous, c'est quoi les articles verrouillés, non verrouillés? Bon, en fait, la Constitution est là, elle est là. C'est la Constitution de 2006. Cette Constitution a été votée par le Parlement. Elle est passée par les référendums populaires. Il est composé de 229 articles. Cette Constitution dit que vous pouvez me réviser. Elle permet sa révision. Mais il y a certaines dispositions qu'elle verrouille elle-même. Elle dit ça. On parle de dispositions intangibles. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Selon les contenus de la même
Maintenant, c'est peut-être ça que l'opposition est en train d'évoquer. L'article 217, ce n'est pas un article intouchable ou intangible, c'est un article qu'on peut changer à tout moment, ce n'est pas un problème. Mais les combles, c'est la mésinterprétation. Donc une mauvaise interprétation. Lorsqu'on donne une interprétation qui n'est pas appropriée à une disposition légale, là, on perturbe même toute la population entière. Donc on ne sait pas comprendre avec précision les contenus de cette disposition. Il y a quelques minutes, je venais d'engager un débat avec deux professeurs. Il y a un professeur, Foul, qui est d'ailleurs responsable d'une institution supérieure ici dans la ville de Chikapa, qui croyait que l'article 217 pouvait consacrer la vente de 300 km du sol congolais au Rwandais ou à un autre pays. Lui aussi, jusqu'à aujourd'hui, le 28 novembre 2024, les professeurs pensaient que c'est comme ça. Il y a un doctorat qui lui aussi, demain ou après-demain, va défendre sa thèse, mais il n'est pas de droit. Lui aussi pensait la même chose. Il dit que l'article 217 vend le pays. Alors, vous comprenez que tout le peuple congolais, si pas tout, mais la grande majorité, peut croire en cette interprétation. Du reste, mauvaise. Oui. Soit, c'est une interprétation politique. Sur le plan politique, on peut y aller n'importe comment. Donc, pour convaincre, donc, tous les arguments ils peuvent être donnés. Mais sur le plan scientifique, et l'idée même l'idée contenue dans cette disposition n'est pas celle de la vente. Je vais vous rappeler une chose. L'Afrique aspire à de grandes choses. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a les présidents libyens, Muammar Kadhafi, avait de grandes ambitions pour l'Afrique. Lui voulait assez que l'Afrique puisse avoir une seule monnaie. Il était dans l'idée de la création comment on appelle, des États-Unis d'Afrique. C'est dans cette perspective que cet article de 217 est incorporé, est inséré dans plusieurs constitutions des pays africains, avec le même contenu. Parce qu'en fait, l'article dit ceci. Parce que j'ai suivi même un pasteur. Bon, en fait, moi, je ne suis pas en train de contredire les gens ici, mais je suis en train de placer un peu, de restaurer un peu la vérité par rapport à ce qui est dit autour de cet article 217. Nous avons la Constitution avec nous ici. Donc, l'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Abandon partiel. Abandon partiel en vue, donc il y a un but. Ça veut dire, il y a deux choses. Promotion de l'unité africaine, abandon partiel de la souveraineté d'un pays. Tous sont des pays africains, mais les pays peuvent accepter chacun d'aliéner une partie de ce droit. Donc d'abandonner une partie de sa souveraineté au nom de l'unité de l'Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, ça s'est fait, même en Europe, ça s'est fait. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'intégration régionale. Aujourd'hui, en droit international, on parle de l'intégration. L'intégration, ça veut dire qu'il y a des structures régionales et sous-régionales, mais lorsque vous voulez y entrer, il y a certaines conditions, certains critériums qu'il faut remplir. Alors, on peut vous soumettre à certaines conditions. Vous êtes venu dans une association, parce qu'on dit conclure une association. Les accords d'association ou communautaire en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous avez la SADC, vous avez l'EAC,
vous avez le ZLECAF, la ZLECAF, la zone des livres d'échange. Vous avez beaucoup d'organisations régionales et sous-régionales. Lorsque vous voulez entrer là-bas, on vous dit, ils ont des statuts, ils ont des chartes qui les gèrent. Et donc, vous devez signer, et en signant, vous aliénez, vous abandonnez partiellement une partie de votre souveraineté. Allez assez quand notre président de la République est allé là-bas. Donc, je crois savoir qu'il doit, au nom de cet accord-là, avoir abandonné une partie de la souveraineté du pays. Lorsqu'il y a signature de coopération, donc signature d'un accord de coopération entre deux pays, le pays là abandonne aussi une partie de sa souveraineté. Vous aussi, vous abandonnez une partie de votre souveraineté et vous collaborez. C'est pas seulement la RDC. Ce n'est pas seulement vous. Parce que ça s'est fait, on dit accord. Les accords. Et en droit civil, quand on parle de l'accord, c'est d'abord l'accord de volonté. Une convention. Donc, lorsque vous signez, ça veut dire qu'il y a les deux volontés qui s'accordent, qui disent oui, nous voulons faire quelque chose. Nous voulons cheminer comme ça, comme ça. Et en cheminant comme ça, voici ce que nous devons faire. Vous avez votre partie, une partie d'obligation à remplir. Moi également, j'ai une autre partie d'obligation. Et c'est réciproque. Si moi, je m'abstiens à accomplir les obligations qui sont les miennes, vous également, vous pouvez vous en abstenir. Et si, donc c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Lorsque l'autre partie ne sait pas exécuter, vous aussi, vous pouvez vous réserver l'exécution des obligations qui sont les vôtres. Vous pouvez signer les accords avec l'Angola. Vous dites, vous les Congolais, parce que vous faites, le Congo fait frontière avec l'Angola, vous dites que de chaque fois, payer les visas pour entrer en Angola. Désormais, les Congolais peuvent entrer librement en Angola, revenir sans rien payer. Comme les Angolais aussi. Les Angolais aussi peuvent le faire. Et ça relève de la souveraineté de l'État. Et lorsque vous décidez comme ça, vous avez abandonné une partie de votre souveraineté au profit de cette unité, de cette collaboration. Pas plus tard qu'hier, entre l'Ouganda et la RDC, il y a eu signature, je présume, quand le président de la République est allé là-bas, il a rencontré son homologue de Museveni. Et après, il y a eu un communiqué annonçant que les Ougandais peuvent entrer en RDC sans rien payer et les Congolais peuvent faire la même chose. Mais lorsque vous allez dans un pays sans payer et que s'il n'y a pas signature d'un accord comme ça, mais vous êtes, on n'est pas. Tous les jours ici, on est en train d'arrêter les marines ougandaises, rwandaises, arrêtent nos pêcheurs. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas d'accord de collaboration. Mais s'il y a un accord de collaboration, on ne peut pas faire ça. Il y a même l'armée ougandaise qui est chez nous ici, ensemble avec le FARDC pour traquer le point et tout comme ça. Voilà. C'est aussi voilà, ça c'est une balle. Une armée étrangère ne peut pas se retrouver sur un sol qui n'est pas le leur. Donc vous devez exercer en tant qu'armée sur votre sol. Lorsque vous franchissez les frontières, ça s'appelle violation. On peut vous déclarer, on peut considérer ça comme une déclaration de guerre. Une agression. Et donc, s'il y a présence des Ougandais, les IPDF qui sont à l'est de la République, ça veut dire qu'il y a un accord. Donc ça veut dire que la RDC essaie d'abandonner une partie de sa souveraineté pour que cela vienne entrer ici et traquer les rebelles. Alors, si on comprend bien, c'est pas question de portion de terre, mais ce n'est pas question de portion de terre, c'est juste une collaboration et aussi c'est pour la promotion de l'unité africaine d'abord, comme je t'entends dire, comme ceux qui ont, les pères panafricanistes avaient l'idéal de faire de l'Afrique les États-Unis d'Afrique. Ils voulaient que les États puissent
quand même abandonner, chaque État puisse abandonner une partie de sa souveraineté pour, donc, au profit de l'unité africaine. Ça, c'est de un. De deux, ça rentre aussi dans le cadre de coopération entre les pays africains, même avec les pays européens. Vous voyez, il y a l'Union européenne. Et l'Union européenne, il ne consomme que l'euro. Est-ce que l'euro, c'est pour la France? Non. Est-ce que c'est pour la Belgique? Non. Chaque pays, tous ces pays-là consomment l'euro. Or, la monnaie relève de la souveraineté d'un État. Donc, c'est ça que je voulais dire, que cet article n'est pas seulement dans notre constitution actuelle, même dans la constitution de 1967, qui a été rédigée à Lougabourg, à Kananga. C'est dans cette constitution-là, c'est l'article 69 qui dit la même chose. Donc, ça a été piqué de cette disposition, de cette constitution-là, vers d'abord la constitution de la transition, la CNS, et donc Conférence nationale souveraine, et puis dans cette constitution. Donc, la lecture là, pour les politiciens, je peux leur donner raison parce qu'ils sont à la quête de l'adhésion populaire à leur message. Ils peuvent donner n'importe quelle interprétation à cet article. Voilà. Merci beaucoup. Nous comprenons que nous sommes devant un juriste, un analyste, mais aussi un journaliste qui parle franc et puis calmement, avec bien sûr sa constitution à ses côtés. Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, vous avez dit aussi qu'il y a des articles là qui ont verrouillé. L'article 220, c'est un article verrouillé, selon cette constitution. Elle dit que donc l'article dit que la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et il va là-bas, l'alinéa 2 de cet article dit ceci: est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales de la société. Cet article est verrouillé, ça veut dire si on touche à cet article directement, l'article 70 ou 70 tombe aussi, parce que c'est l'article 70 qui parle de la durée du mandat chef de Guine. Le chef de l'État est élu pour ce mandat de 5 ans, renouvelable une fois, tout ça. Donc, si on touche à ça, il y a d'autres dispositions qui peuvent tomber. Et c'est ça, et quand ça tombe, et même certaines institutions peuvent tomber. Et donc, l'article ici, c'est l'article fétiche, l'article mère de la Constitution qui est intangible. Mais qu'à cela ne tienne, le pouvoir peut toujours toucher à ça, mais en touchant, ça amène un bouleversement sur le plan de fonctionnalité des institutions et aussi sur le plan de beaucoup de choses. Donc la durée du mandat, d'abord, de l'État, quand on révise ça, donc ça rappelle une période qui peut être un peu spéciale. Parce que si aujourd'hui on retouche à l'article 220, c'est moi qui pense, et c'est ça, en réalité, si on dit que l'article 220, on revoit le mandat du chef de l'État, on dit aujourd'hui c'est 7 ans. Ça veut dire que tout tombe. Tout tombe. Tout tombe. Des institutions parfaites. Oui, ça doit tomber. Pourquoi? Ça veut dire que le chef de l'État actuel qui est là a été élu pour un mandat de 5 ans, qu'il a déjà commencé à exercer. Il a déjà consommé une année. Bon, il est envers une année. Maintenant,
Si cet article, cette disposition revoit à la hausse le mandat, même à la baisse, donc le président devient comme s'il n'a jamais été élu, et c'est comme s'il n'avait pas encore géré. Et donc même le premier mandat là tombe. Le premier mandat qu'il avait déjà exercé, ça tombe. On recommence à zéro. Et donc, pour commencer à zéro, ça peut appeler des négociations, des conciliabules politiques. On va dire, il faut mettre peut-être en place une transition politique pour se mettre d'accord sur comment on va procéder, parce qu'on commence une nouvelle compétition. Mais peut-être on peut dire, mais toi tu ne peux pas aller en compétition avec beaucoup de faveurs. Tu as des députés nationaux ici, tu as des députés provinciaux, tu as des gouverneurs, toi-même tu es... Non, maintenant il faut qu'on essaie un peu de partager certaines responsabilités politiques pour que nous puissions aller à force égale. Hein, vous voyez? Et donc, c'est ça. Donc, si ça tombait, on peut faire tomber certaines institutions, même si ça ne tombait pas, ce n'est pas la magie politique, c'est ce qu'ils peuvent faire, mais le président de la République pourrait recommencer. On doit réélire, on doit réorganiser les élections l'élection pour un nouveau mandat, ajusté au mandat qui sera ça sera déjà pour autre contenu dans la nouvelle constitution. Ça sera autre république, comme si c'est ça, la 4e république. Oui, oui. Quand on revise cette disposition constitutionnelle, donc on tombe dans la 4e république. Et même si ce n'est pas seulement cette disposition, le changement de la constitution dont on parle, si on change la constitution, il y a un nouvel ordre politique qui commence. Donc c'est la 4e république. Tous les députés nationaux qui ont été élus en 2023 redeviennent citoyens simples et ils doivent recommencer. Donc on recommence la compétition. Donc si aujourd'hui ou en 2025 on a une nouvelle constitution, tout celui qui a été élu député, sénateur, il tombe. C'est député à tous les niveaux, provincial, national, sénateur, même le gouvernement là, avec les ministres, tout le monde tombe. Hein? Le président reste, mais il négocie. Parce que quand il reste, il ne reste pas comme s'il était encore légitime. La légitimité vient des suffrages du peuple congolais. Donc ça veut dire que ça doit être exprimé au travers des urnes. On vous dit, monsieur le président, c'est vous qui devez nous élire. Soit dans la constitution qui peut être mise en place, s'il y a changement, peut-être on peut fixer, on peut dire non, désormais, ce n'est plus le peuple congolais qui pourra élire le président de la République, ce sont les députés. Donc à ce moment-là, on commence par l'élection des députés nationaux, et les députés vont élire le président de la République. Vous avez déjà la chance de... Là, ça va être ce qu'on appelle les suffrages universels indirects. Voilà. Vous avez déjà la chance de consulter beaucoup de constitutions d'autres pays ici en Afrique, mais vous avez aussi l'idée quand même de comprendre, il y a de ces pays qui ils font, en fait, le président est élu par la population et autres par les députés. Dites-vous, en tant qu'analyste et juriste, c'est quoi l'avantage? C'est quoi entre être élu par la population et être élu c'est quoi l'avantage? Qu'est-ce que le pays va bénéficier comme avantage? Bon, en fait, ça c'est une question de politiciens, mais elle est publique cette question-là. Être élu par la population en général, ça veut dire vous avez l'adhésion populaire. Vous avez ce qu'on appelle la légitimité populaire. Donc c'est tout le peuple congolais bien de cette république-là qui vous accorde tout ce droit, bien toute ce droit, il vous dit, le peuple vous dit, la personne en qui nous donnons une partie de nos droits, c'est vous. Donc c'est vous qui devez nous gérer et présider à notre destinée, à la destinée de notre pays. Donc l'avantage c'est que vous avez l'adhésion populaire à votre vision. Donc il
il y a un pourcentage suffisant qui vous soutient, qui soutient ce que vous faites. Mais ici, lorsqu'il y a une représentation, ça veut dire il y a des députés nationaux qui vont élire à la place de tout le peuple congolais ou bien le peuple d'un pays. Là, c'est aussi une bonne élection, mais ça a beaucoup de risques de corruption. La corruption, elle est vraiment, elle est très possible. On peut contacter les députés, on dit toi, on va te donner 100 000 $, on va te donner 700 000 $. C'est ce qui se passe avec les élections du gouverneur. Voilà, donc ça veut dire on va facilement corrompre les électeurs. Mais avec la population, c'est difficile d'atteindre tout le monde et les corrompre. C'est vrai que la corruption peut être morale, on peut dire non, non, votez pour tel, il va faire ceci avec les discours démagogiques. Mais ça n'a pas les mêmes proportionnalités que quand ce sont les députés qui élisent le président de la République. Ouais. Vous avez vu avec ce qui s'est passé à l'élection des sénateurs. Donc, les députés qui ont battu campagne, les députés provinciaux qui ont battu campagne sans rien donner à la population, peut-être ils avaient 1 000 $ ou 2 000 $ et ils se sont promenés avec des photos en noir blanc. Ils ont battu leur campagne, ils sont devenus députés provinciaux. Mais les jours où le gouverneur est venu pour être élu, ils ont exigé des véhicules. Quand les sénateurs sont venus, en tout cas ici, il y a des députés qui ont reçu 60 000 $, 80 000 $. Donc pour une seule fois, 80 000 $. Une seule fois. Il y en a même qui proposaient 100 000 $ pour une seule fois. Imaginez le dégât que cela cause dans une république comme la nôtre. Et donc, les suffrages universels limitent un peu le dégât de la corruption. C'est pourquoi, même si il y a des idées qui sont exprimées, telles qu'il faut revoir l'élection de gouverneurs de province et des sénateurs, au lieu qu'ils soient élus directement, élus par des députés provinciaux, donc au second tour, au second degré, il faut qu'ils soient directement élus par le peuple. Le peuple, c'est bien. Au lieu que ce soit par les députés provinciaux, vraiment les dégâts de la corruption n'est pas contrôlé. L'avantage maintenant pour l'élection au second degré, si c'est un président de la République qu'on élit au second degré, je crois que ce suffrage-là a l'avantage d'économiser le moyen pour la République. Économiser, ça veut dire que la CENI ou l'organe organisateur de l'élection ne va pas déployer beaucoup d'efforts, beaucoup comment on appelle, des machines, des matériels dans toutes les provinces pour aller faire élire un président de la République. Mais il peut se déplacer juste à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, mettre des isoloirs et quelques urnes, 5 ou 6 urnes, et les gens commencent à voter. Et c'est fini. Donc on met seulement ceux qui veulent être candidats président de la République, on met avec leurs photos, on dit bon, celui qui veut voter tel, il vote. Et les gens, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses. Et même le personnel de la CENI ne sera pas gigantesque. Donc il sera réduit. Les moyens à déployer, à utiliser pour cette élection-là seront réduits. Donc c'est ça l'avantage. C'est juste cet avantage-là sur le plan économique. Là, automatiquement, le candidat du parti majoritaire sera élu automatiquement président de la République. Oui, mais en fait, c'est là, c'est un avantage politique aussi lorsque le Parlement, les partis qui sont majoritaires, ce sont ces partis-là qui vont sortir un président de la République. Donc là, il n'y a pas moyen de faire encore campagne et tout ça, non, non. Mais ici, vous pouvez avoir passé, on peut organiser des élections. Tantôt, c'est le président qui sort là-bas, mais il n'a pas la majorité au niveau du Parlement. Et ce qui peut l'amener à dissoudre le Parlement ou à envisager d'autres conciliabules politiques pour finalement
gouverner. Et ce n'est pas toujours bon, Alors, à mon avis. avant de terminer, vraiment, Ce qui est arrivé à Tshisekedi en 2018, il n'avait pas de majorité. Et voyez la manière dont ils ont fonctionné avec les FCC. En tout cas, c'était pas bon. Hein. C'était pas bon. En tout cas, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Et deux questions que je vous lance rapidement et puis vous répondez directement aussi. D'abord, pour changer la constitution, il ne faut pas, selon toujours la constitution, il ne faut pas qu'il y ait en fait la République se retrouve dans l'état de siège, état de guerre et tout consort. Et lorsqu'on parle de changement de révision de la constitution, entre-temps, nous savons qu'à l'Est, il y a état de siège. Donc là, vous allez nous répondre, je ne sais pas par quelle magie ça va changer la constitution. Et pour terminer, les opposants ont fait bloc pour essayer un peu de parer à l'idée de la majorité au pouvoir par rapport au changement de la constitution. Et les opposants qui hier étaient peut-être des ennemis, aujourd'hui ils sont ensemble, notamment l'FCC de l'ancien président Kabila et la Mouka et tout consort. Votre analyse sur ça? Bon, je commence d'abord par la première question relative à l'état de siège. L'état de siège, c'est une, comment on appelle ça? C'est une situation spéciale qui traverse le pays. Cet état de siège est prévu dans la Constitution de 2006. L'article 219 dit que pendant cette période de l'état de siège, état de guerre, ou pendant que au sommet de l'État on a un intérimaire, donc un président qui n'a pas été élu par le peuple, on ne peut pas reviser la Constitution. Ça, c'est ce que dit son Constitution actuelle. Or, nous sommes pendant l'état de siège. Donc, on ne peut pas reviser. Mais le président de la République a projeté ça en l'an 2025. Et donc, comme l'état de siège, c'est le gouvernement qui l'a déclaré et validé par l'Assemblée nationale, peut-être le président de la République pourrait penser à lever cet état de siège. C'est pourquoi nous avons vu Madame Judith Souminois, qui est la première ministre de notre pays. Elle a fait un tour au niveau de l'Est de la République pour évaluer, disait-elle, évaluer cet état de siège. Et donc, les rapports qu'elle va faire au président de la République, à l'Assemblée nationale, si c'est plausible que l'on puisse lever l'état de siège, on peut lever et passer à autre chose. Mais quand on lève l'état de siège, c'est comme ça que je suis en train de réfléchir. L'état de siège a été déclaré pourquoi? C'est une situation spéciale créée pour faire face à la rébellion. La rébellion, l'M23, il s'est ajouté FCR. C'est FCR. C'est quoi là? AFC. AFC de Nanga. Alors, ça veut dire que même si on lève l'état de siège, la République ou le pays sera sous état de guerre. Même si l'état de guerre n'est pas officiellement prononcé ou déclaré par le président de la République. Et est-ce qu'il faut reviser la Constitution? Les politiciens vont se mettre d'accord sur cette question-là. Et là, l'autre question que vous posez, c'est en rapport avec... mais la Constitution refuse. Hein. Pendant l'état de guerre, on ne revise pas. Pendant l'état de siège, on ne revise pas. On ne peut pas reviser. Maintenant, qu'adviendra-t-il si le président de la République levait l'état de siège et que la guerre continuerait? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, les politiciens vont se mettre d'accord sur cette question-là. S'il faut à tout prix revoir ou changer, comme c'est le cas, c'est qu'on est en train de parler. Maintenant, il y a une autre question que vous venez de poser. En fait, la création d'une plateforme ou la réunion de la coalition de FCC, de Kabila, il y a les autres partis politiques de l'opposition officiellement connus. Bon, en tout cas, moi, ça c'est ma réflexion. C'est vrai qu'il y a une loi sur ce qu'on appelle les statuts de l'opposition en RDC. Et vous avez la Constitution ici qui reconnaît l'opposition républicaine dans cette République.
constitution doit exister dans une république démocratique comme la nôtre, comme le nôtre. Alors, qui est-ce qu'on peut appeler opposant? C'est ça en fait, il faut, parce que ici, nous devons éviter des analyses sensationnelles, des analyses émotionnelles. Donc quelqu'un dit non, non, parce qu'il y a tel, donc. Non, ça sont des conclusions hâtives, alors qui ne sont pas rationnelles. Mais il faut toujours faire une analyse un peu froide et expliquer votre point de vue. Je crois que la bête noire dans ça, c'est FCC de Kabila. Mais Kabila était au pouvoir pendant 18 ans. Là, c'est lui, avec son régime, les FCC, ils étaient au pouvoir. Lui, l'UDPS, était dans l'opposition. Les autres partis politiques comme Envol, comme l'UDA, comme Palou, et les autres, bon, une partie des Palou était dans l'opposition et l'autre partie dans l'autre côté. Hein? Maintenant, FCC était là-bas, comme pouvoir. Ici, l'opposition, avec l'UDPS. Pourquoi l'UDPS était dans l'opposition? C'est parce qu'il n'était pas au pouvoir. C'est ça, non? Donc, il n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui. Donc, maintenant, quand l'FCC quitte le pouvoir, il devient qui? Il devient opposant. Donc, ça veut dire, quand vous n'êtes pas là-bas et que vous ne partagez pas la même vision qui seuls, qui sont au pouvoir, qui dirigent, et donc vous êtes en opposition. L'opposition, ça veut dire vous contestez. Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent. C'est ça l'opposition. Donc ça veut dire que comme Kabila et son FCC, son PPRD, tout machin, étaient au pouvoir et qu'ils ont été délogés de là vers... Donc on les a contraints à aller dans l'opposition. Et ils sont là, ils ne sont ni à l'Assemblée nationale, ni au gouvernement. Ils sont dehors et ils ont choisi de faire l'opposition. On doit leur donner quel statut? Ils sont opposants. Et les autres, Envol, Ensemble, LGD, ils sont nombreux là. MSR, eux aussi disent qu'ils sont de l'opposition. C'est l'opposition qu'on a connue, qu'on connaît. Aujourd'hui, ils ont choisi par exemple de se serrer le coude avec qui? Avec les FCC. Donc, ils sont des opposants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Ils se choisissent les alliés avec qui faire route ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ne perdez pas de vie, il faut faire toujours une analyse intelligente pour ne pas tomber dans les sensations. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient au PPRD qui sont aujourd'hui des ténors de ce pouvoir. Mais pourquoi on ne leur demande pas d'aller à l'opposition? Il y a aussi ceux qui étaient à l'opposition avec l'UDPS qui continuent à être opposants. C'est comme les Délices Sanga, les Loubaya. Ils étaient dans l'opposition avec Félix Antoine Tshisekedi, avec même Étienne. C'est eux qui conduisaient les débats ou les dialogues de la Cinco. C'est Délices Sanga, c'est Loubaya, c'est Kabound, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui partaient là-bas. Kabouya a été aussi derrière. C'est les Lutundu là. Mais aujourd'hui, l'IDPS est là. Vous voyez Loubaya en exil. Il n'est pas au pouvoir. Vous voyez Délices Sanga dehors des institutions. Vous voyez, il y a comment on appelle, c'est le monsieur qui est allé en Belgique en exil. Donc, ils sont nombreux. Le Franck Diongo qui était avec Etienne Tshisekedi Omulumba, avec Félix, qui combattait Kabila. Et ils sont encore à l'opposition. Mais il y en a qui étaient avec Kabila, qui ont traversé de l'autre côté. Vous avez le cas de Mende, vous avez le cas de... Ils sont nombreux. Les ministres de l'Industrie ici, Paloukou, ils sont nombreux là. Ils sont tellement nombreux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire non, vous n'êtes pas du pouvoir, rentrer à l'opposition? Non. Donc ça veut dire, cette question-là, c'est qu'ils disent que Kabila et les autres ne pouvaient pas faire front commun contre le régime en place. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne analyse parce qu'eux aussi sont en dehors du pouvoir. Ils se battent pour revenir au pouvoir et donc ils doivent être dans l'opposition. Ils ne sont pas du pouvoir. Voilà ce qu'il faut retenir.
par rapport à vos deux questions. Je ne sais pas si vous êtes convaincus. Oui, ouais, bon, en fait, voilà. Les téléspectateurs hein, nous suivent, c'est à eux de voir si vos analyses leur quand même. C'était un peu surprenant d'être avec vous. Surtout, nous sommes très contents d'avoir des réflexions comme ça, des analyses comme ça. Prochainement, si besoin, nous allons donner des cours. Merci à vous d'avoir pensé à moi pour que je donne mon point de vue sur une question aussi importante que celle de la révision ou du changement de la Constitution. Et moi, je peux conclure en disant que la Constitution, c'est une œuvre d'homme. Ça veut dire qu'elle doit être imparfaite. Toute œuvre humaine est toujours imparfaite. Elle est sujette à des imperfections. Elle mérite correction. On peut corriger ces imperfections-là. Ceux qui pensent qu'il faut reviser, c'est vrai, il y a beaucoup de dispositions ici qui appellent la révision, leur revision. Mais à quand reviser? C'est ça la question. Le changement, ça dépend aussi de ceux qui sont au pouvoir. S'ils trouvent qu'avec ça, nous ne convenons pas, nous pouvons changer, ils peuvent changer. Mais à condition que le peuple accepte aussi, adhère à cette vision-là, les peuples doivent comprendre les bien fondés du changement d'une constitution à l'autre, donc des changements de régime, ou bien de régime ou de république. On passe d'une république à l'autre. Pourquoi on doit réviser la constitution? Pourquoi on doit changer la constitution? Qu'est-ce qui est de mal ici? On explique correctement à la population et la population comprend l'idée ou bien les bien fondés de la révision ou du changement. Et donc, elle peut adhérer à la vision qui est exprimée soit par le président de la République, soit par les opposants aussi qui disent il ne faut pas changer, il ne faut pas reviser, et aussi doivent dire pourquoi on ne doit pas reviser, pourquoi on ne doit pas changer. Et si ce sont les opposants qui convainquent la population par rapport aux arguments donnés et que ce qu'ils donnent c'est la vérité, c'est ça la vérité, et donc le peuple peut se pencher du côté de l'opposition et qu'on arrive à changer. Et si c'est le pouvoir qui donne des explications convaincantes, il peut toujours arriver à faire cela. Maintenant, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est que la Constitution, elle est là comme un instrument qui règle ou qui réglemente l'accession au pouvoir, comment on doit accéder, comment on doit gérer, comment on doit se comporter, quelles sont les voies d'accès à un pouvoir. Et lorsqu'on détermine, on dit c'est pour autant de mandats, il ne faut pas revenir. Moi je crois que c'est pour éviter ce qu'on appelle les conflits. Éviter les conflits, éviter les velléités des coups d'État dans un pays comme le nôtre. Hein, quand il y a quelqu'un là, c'est celui-là, il peut être tout ça. Les autres disent, mais pourquoi c'est mal lui? Donc nous aussi. Donc c'est pourquoi on dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère pendant un temps. Et s'il a bien géré, on peut renouveler. Et après ça, il part. Quelqu'un d'autre peut venir. Parce que nous sommes dans un pays de plus de 100 millions d'habitants. Donc, une seule personne ne peut pas toujours gérer tout ça. Certainisé au pouvoir. Certainisé au pouvoir, non. La personne peut gérer, il a bien géré, elle a bien géré, on lui renouvelle la confiance et il arrive à l'avènement une seule fois. Et il cède aussi la place à une autre personne. Il peut savoir maintenir, comme il dit, il faut maintenir le pouvoir. Vous pouvez le maintenir à travers votre formation politique. Vous créez des dauphins, des gens qui sont sur votre vision, et puis vous leur cédez le pouvoir. Je crois que c'est ça, et aussi la manière de gérer aussi, il faut bien gérer pour que les gens continuent à renouveler leur confiance. Voilà. Merci beaucoup, M. Serge. Merci, amis téléspectateurs. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité. Ce que nous vous demandons chaque jour, c'est de beaucoup s'abonner à cette chaîne YouTube, que vous avez toujours la clé de suivre pour comprendre beaucoup de choses qui se passent, comme aujourd'hui, nous revenons sur cette histoire de changement ou révision de la Constitution. Jimmy Mbaya, c'est moi, très bien servi par Franck Badibana, qui est en même temps le coordonnateur de cette chaîne. Restez branchés tout de suite.